Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Pierre de Jong. Bonjour colonel. Bonjour. Pierre de Jong, vous êtes colonel, comme je viens de le dire, en retraite, ancien chef de corps du 3e régiment d'infanterie de marine. Vous avez été l'aide de camp de 2 présidents de la République, François Mitterrand, Jacques Chirac, entre 1994 et 1997. Vous êtes également le fondateur de l'Institut Thémis, avec 2 I. Et vous publiez cet ouvrage que l'on pourra retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté, Entre les lignes, société militaire privée, Wagner, Blackwater, Mozart et les autres, chez Mareuil Éditions. Alors vous dites dès le début de votre ouvrage, colonel, que l'État français voit dans la montée en puissance de ces sociétés militaires privées le miroir de ses propres errances. C'est quoi alors les errances de l'État profond français? Vous savez, jusqu'à présent, le modèle, si vous voulez, des relations extérieures des différents pays était fondé sur 2 piliers. Un pilier diplomatique, un pilier militaire, coordonné au niveau le plus haut, en France à l'Élysée, pour faire court. À partir de 2003, les Américains, si vous voulez, écartent ces 2 piliers pour y introduire, si vous voulez, des acteurs, qui est extrêmement important, qu'on appelle des sociétés militaires privées, qui deviennent extrêmement importants, puisqu'en fait, en Irak, il y a globalement un combattant pour un contracteur qui vient du SMP. Et en fait, pourquoi les erreurs? C'est que la France a toujours été réfractaire à ce modèle-là. La France est restée sur un modèle extrêmement vertical, dans le sens où le régalien, rien que le régalien, rien que le régalien, on change rien. Et donc l'idée potentielle ou même l'idée selon laquelle on pourrait utiliser des sociétés militaires privées ou en tout cas des ESSD, parce qu'en France on se dit ESSD, entreprises de sécurité, de services de sécurité et de défense. Bon, c'est des SMP, je dirais, moins lourdes. Et donc, évidemment, l'idée d'utiliser ce genre de société a été très rapidement, au nom de toute une série de paramètres, hein, entre autres le fait que les armées étaient en baisse d'effectifs, en baisse de budget, donc ils voyaient assez mal un acteur extérieur, un acteur privé, quelque part, rentrer dans leur domaine de compétences. Et donc, il y a eu cette espèce de blocage qui s'est mis en place assez rapidement, dès les années 2000. Ce blocage visait, en fait, à pas interdire, mais en tout cas à limiter l'entrée des sociétés militaires privées, des ESSD, au sein des activités paramilitaires potentielles qu'il y aurait pu avoir ailleurs, en Afrique ou en France. L'introduction éventuelle de ces sociétés militaires privées se ferait par le biais de partenariats publics-privés. C'est quoi les avantages et inconvénients de ces partenariats? D'abord, il y a différents modèles, parce qu'en fait, c'est pas que ça. En fait, qui sont les donneurs d'ordre des sociétés militaires privées? En fait, vous en avez 4. Le premier, ce sont les bailleurs internationaux, comme les Nations Unies et l'Union Européenne, donc ce qui n'est pas rien, c'est des milliards et des milliards de dollars. Le deuxième sont les États demandeurs, les États africains, par exemple. Personnellement, Thémis, par exemple, on a des contrats qu'on a signés directement avec l'État congolais, etc. Donc, ils achètent une prestation. Le troisième, ce sont les ONG qui ont des problématiques de sécurité ou de sûreté dans les pays dans lesquels ils sont implantés. Et puis, le quatrième, c'est l'État français. Et on voit que dans les ratios, si vous voulez, entre ces 4 donneurs d'ordre, l'État français est totalement microscopique. C'est tout le paradoxe. Et donc, en fait, il y a 2 possibilités. La meilleure possibilité, c'est un appel d'offres ou bien un partenariat public-privé. Donc, ça s'est fait déjà. Encore une fois, il y a eu des opérations qui ont été menées. Quelques-unes, mais par rapport à l'immensité, par rapport à la densité de cette activité extrêmement importante, puisque c'est de l'influence, on en parle de plus en plus depuis quelques semaines, on voit qu'en fait, quelque part, la France a raté un virage, et en fait, est resté concentré sur un modèle régalien pur et dur, qui là, est un modèle régalien, c'est-à-dire qu'il l'expose, qu'il le met en première ligne, et qui le fait parfois être critiqué. Et c'est le cœur du problème, c'est ce petit virage un petit peu malin, il n'a pas été réalisé. Le président Macron promet une enveloppe de 400 milliards d'euros pour les armées entre 2024 et 2030, ainsi qu'une forte augmentation du budget du renseignement militaire. Est-ce qu'il y a une possibilité ici d'une ouverture à l'emploi de sociétés militaires privées? Alors d'abord, la Commission de la Défense nationale l'a imaginé dans l'ensemble des questions posées au gouvernement, etc. Il y avait cette question qui était d'ouvrir éventuellement, potentiellement, l'emploi ou de forces paramilitaires. Encore une fois, quand je dis emploi, c'est pas du tout en premier échelon, c'est pas du tout pour aller au combat. On parle d'opérations parfaitement périphériques. C'est le modèle américain. Le modèle américain qui a été créé par Dick Cheney, qui a été bien sûr amplifié par Rumsfeld, donc à l'époque de comment dire,
dire, de l'Irak. De l'Irak, dans les années 2003, même avant, ça a commencé les années 95, où il y a un modèle d'armée qui était comment dire, en perte de substance, en perte de vitesse. C'était lié, rappelez-vous, à la mécanique des dividendes de la paix. Donc on considérait que l'URSS ayant été vaincu, entre guillemets, on a considéré que les armées n'avaient pas besoin d'avoir ces volumes-là. Donc on est rentré sur des modèles extrêmement, je dirais, comment dire, extrêmement diminués quelque part. Hein. Donc les budgets ont diminué, 28% pour l'armée américaine, ce qui est absolument énorme. Et en fait, le constat, c'était le suivant, c'était de dire, on a des modèles d'armée qui baissent en effectif, qui baissent en budget. 2, le soldat devient rare, donc il est cher. Donc confions toutes les missions périphériques à des sociétés privées. C'est-à-dire, en fait, on parle de soutien, on parle d'appui, on parle pas du tout, encore une fois, de régalien. Ce qui est le cas de Wagner en finale. En tout cas, le modèle américain était un modèle dans lequel il y avait une espèce d'environnement civil qui était assez intéressant, puisque ce modèle-là permet de respirer, permet d'avoir des gens qui viennent, qui partent, de recruter des gens jeunes, des compétences. Je rentre pas trop dans le détail. Et ce virage, encore une fois, en France, ne s'est pas mis en place pour des raisons qui étaient liées principalement, si vous voulez, au modèle français, qui est un modèle qui est extrêmement vertical, très régalien. Et donc, on a raté un virage, très concrètement. On l'a compris, Pierre de Jong, vous militez pour que l'armée s'ouvre à la sous-traitance d'une partie de ses activités, mais vous dites aussi qu'avant 90, les sociétés militaires privées étaient utilisées pour des missions qui devaient rester secrètes. Alors, est-ce que ce n'est pas un moyen d'agir en dehors du cadre de l'ONU, ces sociétés militaires privées, et donc d'agir en dehors du droit? Alors, vous me parlez de la préhistoire, qui s'arrête à peu près en 1995, quand Bob Denard quitte les Comores, c'est en 1995. À partir de là, très concrètement, on a pris conscience que le modèle Bob Denard, qui est un modèle, je dirais, officieux, très concrètement, l'État français utilisait Bob Denard pour des opérations confidentielles, mais Bob Denard, c'était pas une SMP. Bob Denard, c'était un modèle de mercenaires, un modèle de Français, de mercenariat. Ils agissaient directement dans les pays pour faire des coups d'État, pour avoir des actions militaires extrêmement, même, je dirais, quasiment performantes, puisqu'en fait, le résultat a été précis, performant. Enfin, ils ont été présents pendant pas mal d'années. À partir de la chute du mur, à partir de la fin de l'URSS, l'emploi, l'usage d'une société, parce que c'était pas une SMP, d'une société comme celle de Bob Denard, n'avait aucun sens, c'était pas présentable. Et 97, vous avez la gauche qui arrive au pouvoir. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? On décide de moraliser. Plus jamais on fera ce genre de choses. Donc à ce moment-là, à l'époque de M. Jospin, quand M. Jospin était Premier ministre, on a lancé une loi, en fait une réflexion sur le mercenariat français, qui était encore une fois actif, et donc ça a débouché sur une loi d'avril 2003, une loi qui interdit le mercenariat. Donc à partir d'aujourd'hui, on peut considérer, si vous voulez, que c'est hors de question. Et le modèle d'aujourd'hui, qui est pas donc le modèle de la préhistoire que vous évoquiez au départ, le modèle d'aujourd'hui, si vous voulez, c'est un modèle avec des sociétés qui sont auditées, qui sont référencées, qui sont installées à Paris. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas du tout sur un modèle de Blackwater ou même un modèle de Wagner. On est sur un modèle, je dirais, parfaitement identifié. On n'est pas sur un modèle de gangster. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise des compétences, que l'armée française a une armée que je considère comme extrêmement bien formée. Un officier, un sous-officier français est formé pendant toute une partie de sa vie. Et donc l'intérêt d'utiliser des sociétés militaires privées ou des ESSD françaises était de réutiliser des compétences dont l'armée avait besoin, puisque cette armée française était elle-même en baisse d'effectifs, en baisse de budget. Et les compétences étaient à l'extérieur. Donc, bien évidemment, il fallait les ouvrir. Et là, il fallait trouver les modalités. Malheureusement, si vous voulez, on ne l'a pas fait, encore une fois, au nom d'un système très vertical, très régalien. Le deuxième point qui est très important, c'est qu'à l'époque de Bob Denard, il y avait un truc qui était vraiment formidable, qui s'appelle le déni plausible. Alors, c'est un modèle qui était inventé par les Américains dans les années 40. Enfin, rappelez-vous, avec Air America en Chine, etc., avec des sociétés qui étaient totalement inexistantes. On pouvait mener des opérations, je dirais, d'influence, pour pas dire de déstabilisation, avec un outil qui n'était pas régalien du tout. Et donc, encore une fois, un État a besoin de dire à un moment donné, c'est pas moi. Est-ce qu'on a besoin d'être toujours transparent, d'être toujours visible, etc. Et c'est vrai que l'emploi des SMP, des ESSD dans les années, je dirais, 90, celle dont on parle à l'instant, permettait à l'État français de dire, mais Bob Denard, on le connaît pas. Donc on l'attrapait, il rentrait, il faisait 6 mois de prison, puis il ressortait, puis il partait pour une autre opération. Donc en fait, il y avait quand même un énorme intérêt pour l'État français de ne pas être concerné par des opérations qui étaient son intérêt. Encore une fois, c'est pas à moi de mesurer l'intérêt ou pas l'intérêt. Mais le fait de pas être en première ligne était extrêmement intéressant. D'où d'ailleurs, ce modèle a été récupéré dans le monde entier. Par les Turcs, par les Russes, par les Américains, etc., etc. Mais pas par nous. Pour des raisons qui étaient liées à Bob Denard, où là, il y avait un tel choc, si vous voulez, qu'on a carrément coupé le modèle. Et on s'est dit, à partir de maintenant, on va blanchir tout ce qui est gris. Et donc, on n'a pas cette possibilité aujourd'hui d'agir de façon un petit peu confidentielle ou un petit peu secrète.
Alors, vous expliquez qu'Eric Prince est le fondateur de la société militaire américaine et privée Blackwater. Il a été sollicité par les Russes en 2014 pour fonder le fameux groupe Wagner à l'œuvre en Ukraine. Pourquoi Poutine a-t-il lancé le mouvement malgré l'interdiction du mercenariat en Russie ? Alors, d'abord, il y a une histoire, c'est que dans les SMP, vous avez 3 grands modèles, sans remonter à la préhistoire non plus. Le premier modèle, c'est Eben Barlow, qui, en Afrique du Sud, crée une société qui s'appelle Executive Outcome. Et là, c'est vraiment du mercenariat, mais c'est un mercenariat qui va dans des pays et qui amène de la sécurité, quelle qu'elle soit. Et comment on ne peut pas les payer parce que c'est relativement cher. À ce moment-là, ils vont prendre des parts de marché. À l'époque, c'était en Sierra Leone, concrètement, les mines de diamants. Donc, pas très présentable. On est de 90 et 98. 98, Mandela est aux affaires à Pretoria et donc il décide de faire s'aborder la société. Ça, c'est un premier modèle. Le deuxième modèle, c'est un modèle, je dirais, c'est un modèle qui est le modèle américain, qui est le modèle d'entrepreneur. Et c'est le modèle dont on parle là, avec Eric Prince. Lui, son seul client, ça n'a jamais été que l'État américain. Lorsqu'on dit que ce sont des mercenaires, mais c'est absolument faux. Ils n'ont eu il n'y a que l'État américain, au nom de la compliance. En plus, c'est extrêmement vérifié aux États-Unis, ce genre de choses. Ça passe pas à gauche ou à droite. On n'est pas dans les opérations, je dirais, même le mot Blackwater voudrait dire que, mais pas du tout. C'est un truc complètement clean. Par contre, c'est sûr qu'à l'extérieur, ils ont mené des opérations qui étaient, je dirais, plus compliquées que ça. Je reviens sur le modèle Prince. Le modèle Prince, c'est un modèle d'entrepreneur. Et ce modèle, si vous voulez, c'est un modèle qui, dans le monde entier, est devenu une référence. C'est les héritiers des flibustiers, c'est ça ? Ah non, là, encore une fois, vous allez trop vite. En fait, votre goût de l'histoire vous ramène, si vous voulez, à des références historiques. En fait, non, c'est un nouveau modèle. C'est un modèle anglo-saxon, c'est un modèle qui est fondé sur une prestation de service. Donc, on n'est pas du tout sur un modèle de flibustier que je peux comprendre. À la limite, Saint-Malo, Surcouf, etc., ça me parle aussi. Mais en même temps, c'est pas du tout ça. On est sur un modèle extrêmement rigoureux. Des sociétés qui font des milliards de dollars de chiffre d'affaires, financés par l'État américain. Rappelez-vous, le soldat américain, il est rare, donc il est cher. Donc, tout ce qui tourne autour, c'est lui qui l'a. Et en fait, Prince, il rentre sur un modèle qui est sponsorisé, qui est financé par l'État américain. Pourquoi, en 2014, les Russes font appel à lui ? Parce qu'il y a un modèle qui est là. Et encore une fois, rappelez-vous, Poutine, il vient des services de renseignement, il vient du FSB, et lui, il a vu les Américains en 2003, il a vu le modèle américain, qui est un modèle économique, qui en fait est assez économique et qui est assez fonctionnel. Donc il s'est dit, je vais réinventer le même. Dans mes opérations un peu clandestines, je vais créer un outil. Et là, il demande à Eric Prince. Et Eric Prince refuse, vous savez pourquoi ? Parce qu'au même moment, les Chinois lui demandent la même prestation. Et donc, il part à Pékin et il crée une société qui s'appelle Frontier Service Group. Et là, il travaille au profit des Chinois et pas au profit des Américains. Mais à ce moment-là, il n'est plus Blackwater. Et Blackwater a été vendu depuis quelques années, très grassement, très largement. C'est du business comme un autre. Et donc, il est parti vendre ses services ailleurs. Alors vous dites que Wagner accrédite l'usage de la force brute dans les relations internationales, mais est-ce que Moscou n'a pas été contraint par l'agressivité des Américains depuis 1945 de s'aligner sur ce modèle anglo-saxon ? Vous répondez directement à la question que vous m'avez pas posée, c'est-à-dire qu'en fait, sur les deux modèles, le modèle des créateurs avec Eben Barlow, le deuxième, l'entrepreneur, au milieu, vous avez le modèle mixte. Et le modèle mixte, c'est Wagner. C'est un modèle dans lequel vous avez un modèle économique et un modèle d'influence par la sécurité. Vous avez les deux modèles en même temps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, de toute façon, dans le monde entier, les États sont sur ce modèle-là. Dans le monde entier, les États ont des armées qui baissent en budget, baissent en effectifs. Le coût de l'armement est devenu tellement incroyable que les budgets ne peuvent pas y résister. Et donc, le fait de sous-traiter ou d'externaliser une partie des activités, encore une fois, que je considère comme du soutien, est une idée plutôt bonne idée. Donc, en fait, Poutine n'a fait que s'aligner sur les anglo-saxons. Avec Wagner. Absolument. Il a fait le même modèle. Il a reproduit un modèle que, d'ailleurs, il voulait que ce soit Eric Prince, d'ailleurs, qui lui crée Wagner. Donc, ce modèle était là. Par contre, la grande différence, c'est quoi ? C'est le modèle du combat. Le modèle des SMP, des ECD est un modèle de non-combattants, c'est un modèle d'influence par la sécurité, c'est qu'on amène des prestations paramilitaires. Justement, c'est quoi la valeur, la plus-value par rapport aux armées des gouvernements occidentaux de Wagner ? Alors je dirais des SMP de façon générale. Ouais. Entre autres, Wagner, son problème, en même temps c'est son malheur, je pense. C'est que Wagner est sorti du modèle proprement paramilitaire. C'est concrètement
depuis tout à l'heure, je vous explique que les SMP et les SSD ont des activités périphériques, des activités paramilitaires, soutien, appui, etc. Ouais. On n'est pas dans le régalien. Et le plus régalien qu'on peut éventuellement trouver pour des SMP et des SSD, c'est ce qu'on appelle la formation dans les armées, qui est le modèle le plus ultime. Par contre, le problème des Russes, c'est qu'ils ont utilisé, en 2015, ils ont utilisé Wagner pour, dans le cas du délit plausible, ils ont utilisé Wagner pour aider Bachar el-Assad à lutter contre le Daesh. Et c'était fonctionnel, puisque en fait, Wagner a pris Palmyre en 2015 et a pris des Resors. Et ils sont battus courageusement. Alors, c'est un combat de brutes, parce que, honnêtement, Daesh, tout le monde était content de les liquider, mais en même temps, le comportement de Wagner, ils sont un peu laissés aller, comme on dit. Et les mauvaises habitudes ont été prises à ce moment-là. Donc, premier problème, ils ont été utilisés en force de premier échelon. Et donc, on peut considérer que la plus-value de Wagner, c'est d'être utilisé en force de premier échelon, en force de combat, mais c'est un modèle qui ne peut être que russe, quelque part. Encore une fois, le modèle que je prône en France n'est pas du tout un modèle de combattant. C'est un modèle d'appui aux combattants. C'est pas la même chose. Et alors vous dites, les Occidentaux veulent imposer leurs valeurs quand ils arrivent dans un pays, ce qui n'est pas du tout le cas de Wagner, qui est une force d'appui, comme vous le dites. Alors, non, encore une fois, c'est un peu plus compliqué. Wagner... On ne peut pas comparer, quoi, en fait. Non, c'est pas comparable. C'est un modèle qui est absolument comparable. Et c'est vrai que c'est dommage de pouvoir comparer Wagner avec une SMP américaine ou européenne qui est archi-contrôlée, qui est vérifiée, qui a un compte en banque, etc. Ça n'a rien à voir. On est sur un modèle, là, on est vraiment sur un modèle de flibustier. En fait, ils ont récupéré ce qui avait été inventé par les Américains, et puis les Anglo-Saxons, les Sud-Africains, et ils en ont fait un modèle de combat. Et un modèle extrêmement offensif. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'en fait, Prigojine arrive à investir, on estime en gros 125 millions de dollars au moment où on crée Wagner. Donc il s'achète, si vous voulez, on est sur un modèle du XVIIe siècle ou XVIe siècle. Il s'achète, si vous voulez, son armée, il se paye son armée. Alors bien sûr, elle est soutenue, appuyée par l'armée russe en Ukraine, mais il se paye sa propre armée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Prigojine, les plateaux de télévision, et il explique Urbi et Orbi qu'il n'est pas aidé par Shoigu, il n'est pas aidé par Gerasimov, qui est le chef d'état-major des armées, en expliquant qu'il n'est pas aidé. L'armée russe, elle le voit assez mal d'un mauvais œil, en train de communiquer sur ses résultats formidables en expliquant que l'armée russe est nulle et que lui est extraordinaire. Donc le problème, il le voit assez mal. Donc on voit cette espèce de compétition, c'est une dérive quelque part du système. Et là, on voit que le système Wagner est un système qui est, pour moi, qui est mort-né et qui n'est pas exemplaire du tout. C'est un modèle agressif, courageux, je dirais offensif, mais qui n'est pas un modèle exportable pour une armée française ou en tout cas une armée européenne, quelle qu'elle soit. Comment se finance Wagner ? Wagner, c'est un business model avant tout. C'est une très bonne question parce qu'on ne peut pas comprendre toute la logique Wagner si on la comprend que par rapport, si vous voulez, à ce qui se passe en Ukraine, ça n'a aucun sens. En fait, Wagner, c'est pas Wagner. Wagner s'appelle Concorde. Concorde, c'est une structure, c'est une holding. On est dans le monde des affaires, on n'est pas du tout dans le monde combattant. Hein. Donc la holding est à Saint-Pétersbourg. Concorde Management. Concorde Management qui est à Saint-Pétersbourg, qui a été créé à l'origine par Poutine. D'ailleurs, c'est sa maman Violetta qui était la directrice générale, qui était la PDG de la société. Donc il avait trouvé un système dans lequel lui-même pratiquait le délit plausible, fallait quand même le faire. La maman qui a 85 ans ou 86 ans, vous voyez, donc c'est que pas, il l'a mis là. Et la première filiale qu'il a créée, c'est Concorde Catering. Et Catering, c'est vraiment ce qu'on appelle dans le monde des affaires la vache à lait. C'est le système qui fonctionne depuis des années. C'est tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est restaurant, etc. Et en fait, Poutine, par Concorde Catering, en fait, nourrit la moitié, ou quand je dis la moitié, peut-être les 3/4 de l'armée russe. Actuellement, sur le front russe, l'armée est alimentée, alors j'imagine assez mal, mais est alimentée par Concorde Catering. Donc la première activité, c'est l'alimentation. Derrière, Poutine a créé un système à 3 pieds qui est extrêmement cohérent. Premier point, il a créé le système de la sécurité, ce que j'appelle, moi, la tête de gondole. C'est ce qu'on voit. C'est la partie émergée de l'iceberg. On voit Wagner, etc., qui au passage n'existe pas. Il n'y a aucun endroit au monde où vous avez un statut déposé au nom de Wagner, il ne se passe rien, donc on ne sait pas qu'ils ils disparaîtront à la minute où on le décidera. Et ça, c'est l'outil opérationnel. C'est l'outil, si vous voulez, c'est la tête de gondole. Je vends de la sécurité, je vends de la prestation, c'est Wagner qui va faire ça. Et aujourd'hui, on voit que ce modèle se diffuse dans l'ensemble de l'Afrique. J'imagine qu'on y reviendra. Oui. Le deuxième pied, c'est le pied de la communication. C'est ça le vrai danger. Avec un homme qui s'appelle Maxime Chougalet, qui est l'homme qui va gérer la communication. Puis le troisième pied, il faut bien le payer tout ça. Il faut bien le rémunérer, il faut bien le financer. Et là, ils ont créé un outil, je dirais un outil économique, un outil industriel, qui est que Poutine comment dire, il est propriétaire de différentes filiales
à plus ou moins un niveau, il est à 50%, 30%, 40%, à des niveaux extrêmement différents. L'equity, comme on dit, à un niveau extrêmement différent. Et ces sociétés-là sont dédiées à une activité économique, concrètement, dédiées au pétrole, dédiées au gaz, dédiées à l'or, dédiées au diamant, dédiées au cuivre, dédiées au fer, dédiées à tout ce que vous voulez. Et chacune de ces sociétés-là va aller négocier dans les pays dans lesquels ils s'implantent une participation. Concrètement, on vous vend de l'activité sécuritaire avec Wagner, ça vaut 100 millions, c'est le cas du Mali, ça vaut 100 millions par an. Comment vous me payez? J'ai pas d'argent. Vous avez de l'argent, j'ai des mines d'or, etc. Ben, je veux 100 millions par an. C'est ce qu'ils ont fait en Syrie. En Syrie, ils ont récupéré 25%, je dis bien 25% des revenus pétroliers de la Syrie, ce qui est considérable. Rien d'illégal là-dedans, vous le précisez. Bien sûr, c'est du business comme normal. L'État africain, pour situer où les Syriens ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec leurs matières premières, ils vendent à qui ils veulent, au prix qu'ils veulent, premier point. Et puis deux, les sociétés russes ont le droit de négocier avec qui ils veulent, quand elles veulent. Donc c'est un accord de business. Encore une fois, nous, ça nous attriste quelque part. Les Chinois aussi, parce que les Chinois sont perdants également là-dedans, puisqu'aujourd'hui, les Africains, je prends l'exemple de la République centrafricaine, ils récupèrent des parts de marché chez les Chinois pour les donner directement aux Russes. Donc une espèce de vase communicant. Évidemment, le monde, rien ne se perd, rien ne se crée, hein, comme disait Lavoisier. Donc encore une fois, les Chinois sont perdants dans l'affaire, parce qu'il y a une petite compétition à ce niveau-là. Mais bien évidemment, c'est parfaitement licite. Quand le gouvernement de Nicolas Sarkozy, entre 2007 et 2012, au moment de la guerre en Libye, nous avait dit qu'en allant participer à cette guerre, on aurait des droits sur le pétrole libyen, il en est quoi aujourd'hui? Il n'en est rien. Ouais. On peut pas dire davantage, mais ça c'est une esbrouffe pour électeurs en mal de connaissances, je dirais, sahéliennes. C'est un désastre. 2011, c'est la guerre, il en fait jamais faire. Vous savez, là, on a mis deux impacts directs à l'Afrique, et c'est à l'époque du président Sarkozy. La première, c'est le discours de Dakar en 2007. L'homme africain, c'est vraiment qui est sorti de l'histoire. C'est un truc incroyable. Donc les Africains ne sont pas revenus. C'est un choc intime, c'est un choc Il n'est jamais rentré dans l'histoire. Oui, puis c'était un choc intime. Quelque part, la France qui se targuait de connaître l'Afrique, etc., si vous voulez, sort des horreurs. Enfin, c'était absolument incroyable. Le discours était totalement décadent quelque part. Puis le deuxième, la guerre en Libye. En 2011, on rentre en Libye. Et on démontre à ce moment-là qu'on ne connaît pas l'Afrique, on ne connaît pas les tenants, les aboutissants. Et trois, on déstabilise le Sahel. Encore à l'heure où je vous parle, on déstabilise le Sahel. Le Sahel est totalement déstabilisé. Quand je dis le Sahel, ça descend aujourd'hui sur le golfe de Guinée, on n'en connaît pas les conséquences. Alors vous savez, la guerre de 2011, on pourra en parler, on peut encore faire des bouquins, mais c'est une catastrophe. Phénomène de rejet de la France de la part des gouvernements africains. Ça a commencé, j'imagine, sous Nicolas Sarkozy, avec cette histoire de l'homme africain qui n'est jamais rentré dans l'histoire. Est-ce que vous attribuez ce phénomène aussi au voyage, au déplacement du président Macron? Je crois qu'il en a fait 18 depuis 6 ans. Alors c'est un peu facile, si vous voulez, de prendre le début de trajectoire et la queue de trajectoire. En fait, l'histoire entre les peuples, l'histoire entre les États, les nations, c'est une histoire en continu. Évidemment, elle commence à se dégrader. On peut même, un peu avant 2007, vous savez, déjà, je me rappelle déjà de la guerre au Congo-Brazza dans les années 95. C'était une guerre étrange. Le Rwanda en 94. Donc, si vous voulez, il y avait des moments, si vous voulez, où nos décisions n'étaient pas peut-être telles qu'elles auraient dû être. Bon, c'est le hasard de la vie des États. Donc, encore une fois, je pense que simplement, notre situation en Afrique s'est dégradée progressivement. Malheureusement, si vous voulez, on n'a pas su quelque part, si vous voulez, remettre le bateau dans le bon sens. C'est tout le problème. Et le problème, si vous voulez, c'est que on s'est en même temps otanisé, européanisé. C'est-à-dire, on s'est éloigné progressivement. Notre armée française, qui est une armée qui était totalement imbriquée avec les armées africaines, est devenue une armée, je dirais, en casque lourd et en gilet pare-balles tout le temps. Serval, moi je connais bien le Tchad et je connais bien le Djamena. Avant, quand j'y allais avec mes unités, nos gars allaient au restaurant, etc. Aujourd'hui, le terrorisme a fait que les relations sont tendues. Donc notre relation à l'Afrique, elle s'est tendue, elle est devenue raide quelque part. Et puis on n'a pas su parler à l'Afrique. Et l'Afrique évoluait. Nous, on voyait l'Afrique, on imagine que tous les civils vont à la Sorbonne et tous les militaires vont à l'école militaire. Mais les gars, ils voyagent dans le monde entier. Ils vont en Chine, en Russie, partout au monde entier. Donc cette armée s'est ouverte. Les soldats sont rentrés dans des opérations de maintien de la paix. Donc si vous voulez, le système s'est complètement ouvert. Et nous, on a continué de considérer que l'Afrique était comme avant. Vous savez, je dis souvent une phrase qui est assez marrante, qui m'est venue une espèce d'instant de lucidité un matin. Le 24 février 2022, c'est-à-dire que l'entrée de la Russie en Ukraine, c'était la fin de la guerre d'Algérie. C'est la fin de notre modèle. Aujourd'hui, on est vraiment dans ce modèle-là. Il faut repenser notre modèle de coopération avec l'Afrique. Vous dites qu'avec la guerre en Ukraine, l'OTAN redevient l'alpha et l'oméga de la protection des États
européen, mais est-ce que ce n'est pas la volonté, au fond, de l'OTAN d'intégrer l'Ukraine en son sein qui a incité aussi la Russie à commencer cette opération spéciale dans l'Est de l'Europe ? Alors, rappelez-vous, le discours du président Macron, il y a 1 an, il a essayé d'être sur un modèle un peu neutre, en disant il ne faut pas que la Russie soit humiliée, etc. Donc, et en fait, très rapidement, je dirais, les opinions publiques mondiales, en fait, occidentales, l'ont ramené dans le truc. Et aujourd'hui, maintenant, bien sûr, on a choisi notre camp. Ça, c'est le premier camp. Ceci étant dit, je pense que le fait d'avoir fait un choix neutre était plutôt un choix malin. Et malheureusement, encore une fois, on perd des marges de manœuvre. C'est ça que je veux dire. Premier point. Le deuxième point, à cause de la guerre en Ukraine, évidemment, l'OTAN a la vocation à protéger les adhérents de l'OTAN, c'est-à-dire en fait l'ensemble des pays, sauf l'Ukraine. Donc l'Ukraine a toujours été un point d'interrogation. Les Américains ont dit à différentes reprises que quelque part l'Ukraine neutre. Oui, mais en même temps l'Ukraine allait progressivement vers l'OTAN, puisque les Américains l'ont exprimé à différentes reprises. Je me rappelle à l'époque de Timoshenko, c'est un discours qui est l'ancienne première ministre de l'Ukraine, donc des années 2000-2010. C'est un discours récurrent qu'on entendait par-ci et là. Donc on voit bien qu'il y avait une espèce de logique, si vous voulez, quelque part à intégrer l'Ukraine comme la Pologne l'avait été, comme la Roumanie l'avait été. Et donc à trahir l'engagement que les Américains avaient pris de laisser l'Ukraine en état neutre. Alors, le mot trahi est un peu fort et un peu vif, parce qu'au moment où c'est passé, je pense que c'était une stratégie de moyen de long terme. Je pense quelque part, il y avait vocation à faire ça. En fait, quelque part, à créer une espèce de, pas de nouvelle guerre froide, mais une espèce de nouveau mur, si vous voulez, qui allait jusqu'à l'Ukraine inclus, l'Ukraine étant, nous rejoignons quelque part, à l'époque de Timoshenko. Et rappelez-vous, Maïdan, etc. On était ce modèle-là. Évidemment, inutile de dire qu'à Moscou, Poutine le prend mal, d'autant que lui, il s'y attend pas, mais il le prend mal. Donc, il y a une réaction. Américains l'avaient aussi mal pris quand les Soviétiques avaient envoyé leurs missiles à Cuba. Oui, puis évidemment, on est sur un modèle qui s'équilibre, donc chaque État voit midi à sa porte, comme on dit, et donc il est bien naturel que les Russes prennent assez mal le fait qu'on imagine que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, donc il y avait d'autres sujets. Le Patriote ne devait pas aller en Pologne, il y était, il est missile, etc. Ouais. Donc il y a tout un environnement, je dirais que c'est militarisé, parce que l'OTAN est quand même une organisation militaire, c'est pas une organisation pour créer des monnaies ou pour créer du tourisme, c'est une monnaie, c'est une opération, c'est un système militaire. Et économique aussi. Oui, mais enfin, elle a pas vertu. Elle a vertu à l'être dans le deuxième temps, mais alors, que je sache, à l'OTAN, c'est un système, c'est une alliance militaire, destinée à l'origine à lutter contre le pacte de Varsovie. Donc c'est ça l'idée globale. Et maintenant que le pacte de Varsovie est tombé, bon, est-ce que l'OTAN... C'est resté. Même Macron disait, l'OTAN est une organisation en mort cérébrale. Absolument, absolument. Mais c'est il y a 2 ans, vous savez, il s'en est passé des choses depuis 2 ans. Oui. Et donc aujourd'hui, l'OTAN a retrouvé des vigueurs, et cette vigueur, elle est évidente aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. Colonel Pierre de Jong, votre ouvrage « Agir entre les lignes » à retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Merci à vous, colonel. Merci beaucoup.